Une femme enlace son fils en 1931, mais en scrutant le visage de l'enfant, quelque chose cloche terriblement. Son regard glacial semble trop calculateur, trop adulte pour un enfant de 8 ans. Quand les chercheurs creusent derrière la grange abandonnée, ils découvrent un cercueil artisanal enterré depuis 90 ans. Qui était vraiment cet enfant mystérieux? Une femme étreint son fils sur une photographie de 1931. Mais quand on regarde de près le visage du garçon, quelque chose semble étrange. La docteure Margaret Chen mit ses lunettes de lecture en regardant la vieille photographie. Elle était arrivée au Smithsonian ce matin-là. L'image en noir et blanc avait été prise en 1931. Elle montrait un moment doux entre une mère et son enfant. Une femme en robe en coton simple serrait un jeune garçon qui avait environ 8 ans. Il se tenait devant ce qui ressemblait à une petite ferme, quelque part dans le Kansas. On pouvait voir des terres plates et une clôture en bois derrière eux. Juste une autre photo de famille des temps difficiles, se dit Margaret. Elle remarqua les chaussures usées de la femme et les vêtements raccommodés du garçon. Ces choses racontaient l'histoire de ces années difficiles. La photographie avait été donnée par la famille d'Eleanor Hartwell. Elle était morte en laissant beaucoup d'objets familiaux datant du début des années 1900. Mais alors que Margaret tendait la main pour prendre sa loupe afin d'examiner la photographie, quelque chose lui fit arrêter son geste. Le visage de la femme montrait un réel amour pour son enfant. Ses bras l'entouraient de manière protectrice. Son regard était doux et affectueux, comme on pourrait s'y attendre d'une mère tenant son fils. Le garçon, en revanche, était différent. Margaret se pencha plus près et sa respiration se bloqua, tandis que la femme regardait l'enfant avec un amour évident. Les yeux du garçon semblaient fixés droit devant lui. Son regard était effrayant pour un si jeune âge. Ses petites mains auraient dû être détendues dans les bras de sa mère, mais elles semblaient raides à ses côtés. C'est étrange, mais... murmura-t-elle. Elle déplaça la lampe de bureau pour mieux éclairer la photographie. Plus elle étudiait le visage du garçon, plus elle se sentait mal à l'aise. Il y avait quelque chose dans son expression. Ce n'était pas l'émerveillement innocent que l'on voit chez les enfants. C'était tout autre chose. Quelque chose qui semblait trop adulte, trop calculé pour un enfant de 8 ans. Margaret écrivit dans son carnet de recherche « Photographie de famille inhabituelle de 1931. Besoin d'explorer davantage l'histoire de la famille Hartwell. » Elle n'avait aucune idée que cette seule photographie résoudrait d'un mystère qui avait été caché pendant plus de 90 ans. Cela changerait tout ce qu'elle pensait savoir sur l'amour d'une mère et les secrets que les familles gardent tant fous en pleine vue. 3 jours plus tard, Margaret se retrouva à conduire sur les routes sinueuses de la Pennsylvanie. Elle se dirigeait vers la grande maison victorienne qui avait appartenu à Eleanor Hartwell. La vieille femme était morte à 97 ans. Elle avait laissé derrière elle une maison très organisée et une réputation dans la petite ville de Millfield comme quelqu'un qui vivait tranquillement mais avec un but. La petite nièce d'Eleanor, Sarah Morrison, accueillit Margaret à la porte d'entrée. Sarah était une femme dans la quarantaine avec des yeux gentils et des cheveux bruns grisonnants tirés en arrière. Elle travaillait comme bibliothécaire à Philadelphie, mais avait pris un congé pour s'occuper des affaires de sa grande tante. « Je suis si heureuse que quelqu'un du Smithsonian s'intéresse à la collection de tante Eleanor », dit Sarah en menant Margaret à travers des pièces remplies de vieux meubles et de photographies. Elle aimait l'histoire familiale, bien qu'elle ait toujours été très privée à propos de certains aspects de notre passé familial. La maison avait l'impression de faire un bond dans le temps. Les planchers en bois craquaient sous leurs pieds alors qu'ils passaient devant des murs ornés de portraits de famille de nombreuses générations. Margaret remarqua que beaucoup des photographies étaient joliment montées et étiquetées avec la belle écriture d'Eleanor. Elle ne s'est jamais mariée ni n'a eu d'enfant, expliqua Sarah, mais elle a passé sa vie à préserver l'histoire de notre famille.
Elle disait que les photographies éteignent des fenêtres sur l'âme des gens. Elle leur a montré des vérités que les gens pouvaient vouloir garder cachées. Ils arrivèrent dans le bureau d'Eleanor. C'était une pièce chaleureuse avec des étagères idéales à livres du sol au plafond et un grand bureau en chêne. Le bureau était couvert de loupes, d'albums photos et de notes de recherche. Sarah prit un journal en cuir sur le bureau. « Cela pourrait vous intéresser », dit-elle en le tendant à Margaret. Les notes de recherche de tante Eleanor sur la photographie de 1931 dont vous avez parlé au téléphone. Elle a passé des années à essayer de comprendre cette image particulière. Margaret ouvrit le journal avec précaution. L'écriture d'Eleanor remplissait les pages de dates, de pensées et de questions. Une entrée attira immédiatement son attention. Le garçon dans les bras de sa mère, pourquoi ses yeux portent-ils une telle noirceur? Que savait-il que nous n'avons jamais compris? La vérité sur Thomas doit se trouver quelque part dans ces photographies. Thomas, Margaret leva les yeux vers Sarah. Qui était Thomas? Le visage de Sarah montrait de l'inquiétude. C'était justement ça, nous ne sommes pas tout à fait sûrs. Sarah versa 2 tasses de café tandis que Margaret étalait plusieurs photographies sur la table en bois. Le soleil de l'après-midi passait à travers des rideaux en dentelle, créant des ombres sur les images. Ce que je m'apprête à vous dire pourrait sembler étrange, commença Sarah en s'asseyant. En grandissant, j'ai entendu des conversations chuchotées parmi les membres plus âgés de la famille au sujet d'un garçon nommé Thomas. Il vivait avec ma arrière-grand-mère Ruth Hartwell au début des années 1930, mais les histoires ne correspondaient jamais tout à fait. Elle pointa la photographie de 1931 qui avait déclenché l'enquête de Margaret. Certains proches disaient que c'était le fils de Ruth, Thomas, qui était mort jeune de la grippe. D'autres prétendaient qu'il n'était pas son vrai fils, mais un enfant qu'elle avait gardé pendant un certain temps. Quelques membres de la famille ont même dit que Thomas n'avait jamais existé. Ils pensaient que la photographie montrait un enfant complètement différent. Margaret étudia à nouveau l'image, notant l'expression étrange du garçon que croyait Eleanor. C'est ce qui rend cela si intéressant, répondit Sarah en sortant une autre photographie d'une enveloppe. Tante Eleanor a trouvé cela l'année dernière en passant des papiers dans le grenier. Cette seconde photographie était également de 1931, mais prise plusieurs mois plus tard en fonction des vêtements différents. Elle montrait la même femme, Ruth Hartwell, seule devant la ferme. Elle avait l'air fatiguée, presque hantée. Ses mains étaient serrées devant elle. Le plus important, il n'y avait aucun signe du garçon. « Regardez le dos, dit Sarah. Margaret retourna soigneusement la photographie. Dans une encre pâlie, quelqu'un avait écrit « Après que Thomas nous ait quittés, que Dieu pardonne ce que nous avons permis d'arriver. » Margaret sentit un frisson parcourir son échine. Quitté, mais vos membres de la famille ont dit qu'il était mort de la grippe. Exactement, dit Sarah sérieusement. C'est à ce moment-là que tante Eleanor a réalisé que notre famille gardait des secrets depuis près de 100 ans. Elle est devenue obsédée par la recherche de la vérité sur Thomas. Qui il était vraiment, d'où il venait et surtout ce qui lui était arrivé. Margaret sortit son carnet. Eleanor a-t-elle découvert autre chose? Sarah hésita avant d'atteindre une 3e photographie. La trouvait cachée derrière le cadre d'un vieux miroir dans le grenier. Elle date de 2 semaines avant que la première photographie ne soit prise. Cette image montrait Ruth Hartwell avec un garçon complètement différent. Celui-ci avait des cheveux plus clairs et un vrai sourire. La ressemblance entre Ruth et ce 2e enfant était claire. Cela, dit Sarah doucement, était le vrai fils de Ruth, James. Il est mort de pneumonie début 1931, juste quelques jours après que cette photographie ait été prise.
Margaret retourna à Washington DC avec des copies des 3 photographies et des notes de recherche d'Eleanor. Son esprit était envahi de questions. Le lendemain matin, elle appela le Dr James Patterson, un collègue qui était un expert dans la vérification de l'authenticité des photographies et l'étude des documents historiques. J'ai besoin que vous examiniez ces images très attentivement, lui dit-elle lorsqu'ils se rencontrèrent dans son laboratoire à l'université de Georgetown. Je veux tout savoir, le papier, les produits chimiques utilisés pour les développer, tout signe de falsification ou de modification. James était un chercheur minutieux dans la cinquantaine. Il avait aidé à résoudre plusieurs mystères historiques grâce à ses études détaillées de photographies et de documents. Il plaça la première photographie sous un microscope puissant connecté à un écran d'ordinateur. « Intéressant, ouais, dit-il après plusieurs minutes d'examen. La photographie est définitivement réelle. Le papier et les produits chimiques correspondent à ce qui était utilisé dans la photographie de 1931. Mais il y a quelque chose d'inhabituel concernant la qualité de l'image. » Margaret se pencha plus près pour regarder le moniteur. Que voulez-vous dire ? Vous voyez cette zone autour du visage du garçon ? James montra l'écran où l'image était agrandie. La structure du grain est légèrement différente, c'est subtil, mais cela suggère que cette partie de la photographie a peut-être été soumise à un traitement ou une exposition supplémentaire. Il passa à la deuxième photographie de Ruth seule. Cette image ne montre pas de tels problèmes. C'est une photographie simple prise avec un équipement standard de cette époque. Mais quand James examina la troisième photographie de Ruth avec son vrai fils James, il fit une découverte qui changea tout. Margaret, vous devez voir cela, dit-il, sa voix pleine d'excitation. Il avait mis les 2 images sur l'écran de son ordinateur en ajustant les petites différences de positionnement et d'éclairage. Regardez les éléments de fond, les poteaux de clôture, les ombres, le positionnement de la ferme. Margaret fixa l'écran. Les arrière-plans étaient presque identiques, ce qui signifie que les photographies avaient été prises presque exactement au même endroit. Mais plus important encore, continua James, regardez ceci. Il effectua un zoom sur la robe de Ruth dans les 2 photographies. Vous voyez cette petite déchirure dans le tissu près de son épaule gauche. Elle est visible dans les 2 images. Et ici, cette éraflure sur sa chaussure. Ces photographies ont probablement été prises le même jour, peut-être dans les heures qui ont suivi. Boum! Avec ces nouvelles informations, Margaret décida de se rendre à Millfield, Kansas, où la famille Hartwell avait vécu en 1931. La petite communauté agricole comptait maintenant moins de 2000 habitants. Elle conservait encore des archives de l'époque de la Dépression dans son modeste hôtel de ville. Mary Kowalski était la greffière de la ville. C'était une femme dans la soixantaine qui avait vécu à Millfield toute sa vie. Son grand-père avait été le médecin de la ville pendant les années 1930. Elle savait tout sur les familles et leurs histoires locales. Ruth Hartwell, dit Mary pensivement en sortant plusieurs vieux livres d'archives. Oh oui, je me rappelle des histoires à son sujet. Mon grand-père a délivré son fils James en 1923, un garçon doux mais malade depuis sa naissance. Il est mort de pneumonie pendant l'hiver de 1931. Cela a brisé le cœur de la pauvre Ruth. Margaret montra les photographies à Mary. La vieille femme les étudia avec soin. Son expression devint de plus en plus perplexe. « C'est définitivement Ruth », dit-elle en pointant la femme sur les images. « Et ce garçon », dit-elle en indiquant la photographie de Ruth avec James, ressemble tout à fait à la famille Hartwell. James avait ces mêmes cheveux blonds et cette expression douce comme son père.
Oui, mais lorsque Mary examina la photographie de Ruth avec le garçon aux cheveux bruns, l'image qui avait déclenché l'enquête de Margaret, son visage montrait de l'inquiétude. Cet enfant, je ne le reconnais pas du tout. Et je connaissais chaque famille de cette région pendant la dépression. Nous veillions tous sur les enfants des autres. Elle marqua une pause, examinant de plus près le visage du garçon. Il y a quelque chose dans ses yeux qui est assez troublant. On dirait presque qu'il est beaucoup plus vieux qu'il n'en a l'air. Mary se rendit à un fichier d'archives et en tira un dossier marqué 4 archives de naissance et des décès de 1931. James Hartwell est mort le 15 février 1931, confirma-t-elle, passant son doigt sur une liste manuscrite. Mais voici ce qui est étrange, il n'y a eu aucune trace d'un autre enfant vivant avec Ruth cette année-là. Pas de papier d'adoption, pas de disposition de garde temporaire, rien. Elle leva les yeux vers Margaret avec inquiétude. D'après nos archives officielles, après la mort de James, Ruth Hartwell a vécu seule dans cette ferme jusqu'à ce qu'elle déménage en Pennsylvanie fin 1931. Pourtant, vous me montrez des photographies qui suggèrent le contraire. Margaret ressentit un frisson. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la ville qui pourrait se souvenir de ces jours-là? Mary réfléchit un moment. Un mot, Frank Morrison. Il a 94 ans maintenant et vit dans un établissement pour personnes âgées. Sa famille possédait la ferme à côté des Hartwell. Si quelqu'un se souvenait d'un garçon étrange vivant avec Ruth, ce serait Frank. Le centre d'aide aux personnes âgées de Millfield était un modeste établissement bien entretenu en périphérie de la ville. Frank Morrison était assis dans son fauteuil roulant près d'une grande fenêtre surplombant un jardin. Son esprit était toujours aiguisé malgré son âge avancé. Lorsque Margaret lui montra les photographies, sa réaction fut immédiate et forte. « Mon Dieu !» murmura-t-il, ses mains tremblant légèrement en tenant l'image de Ruth avec le garçon aux cheveux bruns. « Je n'ai jamais pensé revoir le visage de cet enfant. » Margaret tira une chaise à côté de lui. Vous vous souvenez de ce garçon ? Frank hocha lentement la tête. Thomas, c'est ce que Ruth l'appelait, même si j'ai toujours soupçonné que ce n'était pas son vrai nom. Il est arrivé à la ferme de Ruth peu après la mort du jeune James, peut-être 1 ou 2 semaines plus tard. Ruth était presque folle de chagrin et soudain il y avait ce garçon. D'où venait-il ? C'est justement ça, personne ne savait vraiment. Ruth affirmait qu'elle s'occupait de lui temporairement. Elle disait que sa famille traversait des moments difficiles, mais le garçon, Frank marqua une pause, ses yeux se perdant dans le souvenir. Il y avait quelque chose de profondément troublant chez cet enfant. Frank décrivit comment Thomas parlait rarement, mais quand il le faisait, ses mots semblaient trop adultes pour son âge. Le garçon fixait les gens avec un regard qui mettait mal à l'aise les adultes. Il semblait savoir des choses qu'il ne devait pas, des détails sur la vie privée des voisins, des informations sur des événements qui s'étaient produits avant son arrivée supposée à Millfield. Les animaux ne l'aimaient pas, continua Frank. Le chien de ma famille gémissait et se cachait chaque fois que Thomas était dans les parages. Même la vieille vache laitière de Ruth devenait agitée quand il s'approchait. Les animaux sentent les choses, vous savez. Margaret montra à Frank la photographie de Ruth seule. Que s'est-il passé avec Thomas ? L'expression de Frank devint sombre. Il a disparu une nuit à la fin de l'été 1931. Ruth n'en a jamais parlé, mais le lendemain matin, elle était différente, soulagée, mais aussi hantée. Elle a déménagé quelques mois plus tard et n'est jamais revenue à Millfield. Est-ce que quelqu'un a signalé sa disparition ? Mais c'est la partie la plus étrange, dit Frank. Personne ne semblait se soucier qu'il soit parti. C'était comme si toute la ville avait décidé ensemble d'oublier qu'il avait jamais existé.
Même Ruth agissait comme s'il n'avait jamais été là. Frank se pencha en avant, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Mais je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à une autre âme vivante. » 3 jours après la disparition de Thomas, je marchais près de la ferme de Ruth et je l'ai vue dans son jardin en train de creuser. Elle creusait profondément dans le sol derrière la grange, travaillant toute la nuit à la lumière de la lanterne. Margaret contacta immédiatement Sarah Morrison après sa conversation avec Frank. Ensemble, elles conduisirent Monta jusqu'au Kansas pour trouver la ferme Hartwell d'origine. Elle avait été abandonnée depuis les années 1950, mais se tenait encore sur ce qui est maintenant des terres agricoles appartenant à une entreprise agricole locale. Le propriétaire actuel des terres, Robert Jensen, était un homme pratique dans la soixantaine qui avait grandi en entendant des histoires sur le maudit lieu Hartwell. Il leur donna rapidement la permission d'explorer la propriété. Il leur fournit même un équipement de radar de sol qu'il utilisait pour vérifier les lignes d'irrigation. La ferme était en ruine. Son toit s'était effondré depuis des années et les intempéries avaient érodé une grande partie du bardage en bois, mais la fondation en pierre restait et la vieille grange que Frank avait mentionnée était toujours debout, bien que sa peinture rouge ait longtemps été altérée à un brun rouillé. Margaret et Sarah passèrent la matinée à marcher sur la propriété, essayant de faire correspondre les photographies avec le paysage actuel. Malgré des décennies de négligence, elles purent identifier l'endroit exact où Ruth avait posé avec les 2 garçons. C'était une légère élévation du terrain qui offrait une vue claire sur la maison. Frank a dit que Ruth creusait derrière la grange, rappela Margaret à Sarah alors qu'elles approchaient de la structure usée par le temps. L'espace derrière la grange était envahi par de l'herbe haute et des mauvaises herbes, mais le radar de sol serait capable de détecter toute perturbation dans le sol. Robert Jensen arriva avec son équipement vers midi. L'unité de radar ressemblait à une grande tondeuse à gazon avec un écran d'affichage montrant les caractéristiques souterraines. Alors qu'il déplaçait lentement l'appareil sur la zone derrière la grange, Margaret et Sarah observaient attentivement l'écran. Là, dit Robert, soudainement arrêtant la machine. Quelque chose est définitivement enterré ici. On dirait que c'est à environ 4 pieds de profondeur, forme rectangulaire. Ouais. Margaret sentit son cœur se mettre à battre plus vite. Quelle taille? Robert scruta l'écran. À peu près la taille d'une grande valise où il marqua une pause, visiblement mal à l'aise. Eh bien, cela pourrait être un petit cercueil. Sarah prit fermement le bras de Margaret. Vous ne pensez pas, moi, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, répondit Margaret sérieusement. Voilà, nous devons appeler le bureau du shérif local. S'il y a la moindre possibilité que des restes humains soient enterrés ici, cela doit être géré correctement. Alors qu'elles attendaient l'arrivée des autorités, Margaret ne pouvait se défaire de l'impression qu'elles allaient découvrir une vérité que la famille Hartwell et peut-être toute la ville de Millfield s'efforçait d'oublier depuis 90 ans. Le vent se leva sur la ferme abandonnée, sifflant à travers les fenêtres brisées de la maison et bruissant dans l'herbe haute. Dans ce son, Margaret imagina presque qu'elle pouvait entendre l'écho d'une voix d'enfant. Pas le rire innocent d'un jeune garçon, mais quelque chose de bien plus troublant. Le shérif David Martinez arriva dans l'heure qui suivit, accompagné du médecin légiste du comté et d'une équipe criminelle de la police d'État. En tant qu'agent de la loi expérimenté, Martinez avait vu sa part de cas inhabituels, mais la possibilité d'enquêter sur une scène de crime potentiel vieille de 90 ans était une première pour lui.
Nous devons être extrêmement prudents ici, expliqua le docteur Linda Chen, l'experte en criminalistique, alors que son équipe préparait son équipement. S'il y a des restes humains, ils seront fragiles après tout ça. Et si cela est en quelque sorte connecté à un crime, nous devons préserver toute preuve qui pourrait encore exister. Le creusage commença lentement, l'équipe retirant des couches de terre à la main une fois qu'ils atteignirent la profondeur indiquée par le radar de sol. Margaret et Sarah regardaient de loin, à la fois nerveuses et fascinées par ce processus minutieux. Après 2 heures de creusage soigneux, l'un des techniciens criminels appela « J'ai trouvé quelque chose ». Le Dr Chen s'agenouilla à côté du site de fouille et utilisa une brosse douce pour dégager soigneusement de la terre ce qui semblait être un coin de quelque chose en bois. À mesure que plus de terre était enlevée, le contour d'une petite boîte en bois artisanal devenait visible, à peu près de la taille d'un cercueil d'enfant, mais clairement fabriqué par quelqu'un qui n'était pas un professionnel. Cela n'a pas été fait par un charpentier professionnel, observa le docteur Chen, notant les joints inégaux et la construction grossière. Quelqu'un a construit cela rapidement, probablement dans des circonstances stressantes. Le shérif Martinez prit des photographies de tout alors que la boîte était soigneusement soulevée du sol. Elle était sécurisée par un simple loquet usé mais toujours fonctionnel après des décennies sous terre. Avant d'ouvrir cela, je veux que tout le monde comprenne à quel point c'est sérieux, annonça le shérif. Ah, mais si ce sont des restes humains, nous examinons potentiellement des preuves d'un crime qui a eu lieu en 1931. Tout doit être traité selon les règles d'analyse criminelle appropriées. Le Dr Chen ouvrit le loquet avec précaution. À l'intérieur de la boîte, enveloppée dans ce qui avait jadis été un tissu blanc mais était maintenant taché de brun, avec l'âge se trouvaient les restes d'un petit squelette humain. Mais alors qu'elle déplaçait doucement le tissu, son expression changea, passant de la concentration professionnelle à la confusion. « C'est inhabituel », dit-elle, levant les yeux vers le groupe rassemblé. Ses os montrent des signes de développement anormal. La structure du crâne suggère que cette personne était beaucoup plus âgée que ce que la taille indiquerait, possiblement un adulte avec de graves problèmes de développement ou... Elle marqua une pause, étudiant les restes plus attentivement avec une loupe. « Ou quoi ?» demanda le shérif Martinez. « Je n'ai jamais vu quoi que ce soit de semblable. La densité osseuse et la structure suggèrent quelqu'un qui était beaucoup plus âgé sur le plan chronologique que ce que sa taille indiquerait. Et regardez ça. » Le Dr Chen pointa le crâne. Même Margaret et Sarah purent voir que la structure dentaire était complètement erronée pour un enfant. Les dents étaient des dents d'adulte, mais dans un crâne qui semblait appartenir à quelqu'un de bien plus jeune. Alors que l'équipe criminelle continuait son analyse des restes, Margaret reçut un appel de James Patterson à l'université de Georgetown. Sa recherche sur les photographies avait abouti à une avancée qui apportait un nouvel éclairage sur leur découverte. Margaret, j'ai étudié des conditions médicales historiques qui pourraient expliquer ce que vous avez trouvé, dit James au téléphone. D'après votre description des restes squelettiques, je pense que nous pourrions avoir affaire à un cas de progéria ou à un syndrome de vieillissement prématuré similaire. Margaret n'était pas familière avec cette condition. James expliqua que la progéria était un trouble génétique extrêmement rare qui causait un vieillissement rapide chez les enfants, entraînant généralement l'apparence physique d'une personne âgée dans un corps d'enfant. En 1931, la compréhension médicale de telles conditions était pratiquement inexistante. Mais voici ce qui est vraiment intéressant.
poursuivit James. J'ai trouvé des dossiers d'une étude de cas médical de 1930 impliquant un enfant nommé Timothy Walsh qui avait disparu d'un établissement d'État au Nebraska. Le garçon souffrait d'une forme avancée de progéria et présentait des anomalies comportementales qui rendaient sa prise en charge difficile dans des environnements institutionnels. Margaret sentit les pièces du puzzle commencer à s'emboîter. Quelle sorte d'anomalie comportementale ? D'après les dossiers médicaux, Timothy semblait posséder la capacité mentale et la complexité émotionnelle d'un adulte piégé dans un corps d'enfant en dégradation. La combinaison de son apparence physique et de son développement psychologique avancé le rendait profondément troublant pour ceux qui l'entouraient. Il était décrit comme manipulatif, calculateur et capable de comprendre et d'exploiter les émotions des adultes d'une manière qui semblait surnaturelle aux gens des années 1930. Les implications étaient stupéfiantes. Margaret réalisa que ce que Ruth Hartwell avait vécu n'était pas surnaturel, mais une rencontre tragique avec un enfant souffrant d'une condition médicale extrêmement rare qui ne serait pas correctement comprise avant des décennies. James, pouvez-vous m'envoyer des copies de ces dossiers médicaux ? Je pense que Timothy Walsh et le garçon connu sous le nom de Thomas pourraient être la même personne. Après avoir raccroché, Margaret partagea cette information avec Sarah. La révélation replaçait tout ce qu'elles avaient découvert. Ruth Hartwell n'avait pas affaire avec quelque chose de surnaturel, mais avec un enfant profondément malade dont la condition le faisait apparaître étrangement aux yeux des gens en 1931. Donc Thomas ou Timothy est mort de sa condition pendant qu'il séjournait avec Ruth ? Demanda Sarah. Il semble probable, répondit Margaret. Ruth s'occupait probablement de lui par compassion, mais lorsqu'il est mort, elle a paniqué. En 1931, les gens ne comprenaient pas la progéria. Si les autorités avaient trouvé son corps, elles auraient pu soupçonner Ruth de lui avoir fait du mal, ou pire, penser que quelque chose de surnaturel s'était produit. Margaret marqua une pause, regardant le site d'excavation où l'équipe criminelle travaillait encore. Ruth l'a enterré en secret pour se protéger, mais aussi pour lui donner la dignité d'une sépulture appropriée qu'il n'aurait probablement jamais reçue autrement. 3 semaines plus tard, Margaret se tenait dans le bureau d'Eleanor Hartwell avec Sarah, ayant passé des jours à rassembler l'ensemble de l'histoire à partir des dossiers médicaux, des documents de la ville et des notes de recherche minutieuses d'Eleanor. Le mystère qui avait commencé avec une seule photographie troublante avait révélé une histoire profondément humaine de compassion, de tragédie et des efforts déployés par une femme pour protéger à la fois elle-même et un enfant souffrant. L'analyse forensique avait confirmé leur théorie. Les restes appartenaient à un enfant d'environ 10 ans chronologiquement, mais présentant le développement osseux et la structure dentaire de quelqu'un de beaucoup plus âgé. Les tests ADN, bien que limités en raison de l'âge des restes, avaient été comparés avec des échantillons de la famille Walsh au Nebraska, suggérant fortement que Thomas était en effet Timothy Walsh. Eleanor soupçonnait la vérité, dit Sarah, lisant les dernières notes de recherche de sa grande-tante. Regardez cette entrée de l'année dernière. Ruth a sauvé ce pauvre garçon d'une vie d'horreur institutionnelle. Lorsque sa souffrance a pris fin, elle lui a donné la sépulture qu'il méritait, même au risque personnel élevé pour elle-même. Et il y a 3 ans, Margaret avait organisé la réanimation de Timothy Walsh dans le cimetière de Millfield avec une pierre tombale appropriée. L'inscription approuvée par les descendants de Walsh au Nebraska ainsi que par la famille Hartwell disait simplement Timothy Walsh, 1920-1931. Un enfant qui a connu trop de souffrances, enfin en paix. La photographie de 1931 avait maintenant un sens parfait. L'amour maternel de Ruth était authentique.
Elle avait pris soin d'un enfant désespérément malade qui n'avait nulle part ailleurs où aller. L'expression troublante de Timothy ne résultait pas du mal, mais reflétait la profonde confusion et la douleur d'un enfant piégé dans un corps vieillissant rapidement, possédant la conscience adulte d'une situation impossible. Ruth était une héroïne, conclut Margaret, regardant une dernière fois la photographie. À une époque où les gens auraient eu peur de la condition de Timothy, elle voyait au-delà de son apparence pour l'enfant souffrant qui se cachait en dessous. Elle lui a donné du réconfort dans ces derniers mois et de la dignité dans la mort. L'histoire avait révélé quelque chose de beau sur la compassion humaine, mais avait également mis en évidence comment la peur de l'inconnu pouvait pousser des gens bien à s'engager dans des situations désespérées. Ruth Hartwell avait porté le secret de sa bonté pendant des décennies, incapable de parler de l'acte de miséricorde qui avait défini sa vie. Margaret plaça soigneusement la photographie dans une housse de préservation spéciale. Elle serait donnée à la collection du Smithsonian, mais maintenant elle serait exposée avec l'ensemble de l'histoire, non pas comme un mystère, mais comme un témoignage de la puissance de la bonté humaine face à l'incompréhensible. Le visage du garçon ne semblait plus troublant pour Margaret. Au lieu de cela, elle voyait ce que Ruth avait vu, un enfant qui avait besoin d'amour, de soins et finalement de la dignité d'être rappelé, non pas pour son apparence étrange, mais pour la compassion qu'il avait inspirée chez les autres. En fin de compte, la photographie avait révélé sa vérité. Parfois, ce qui semble étrange n'est simplement quelque chose que nous ne comprenons pas encore.